Bonjour à tous, bienvenue pour cette première visioconférence des mardis des archives pour lesquelles je suis ravie d'accueillir deux membres du Souvenir français, Michel Biarret et Nicolas Bernard, qui vont nous parler aujourd'hui de Cagny-les-Amiens et du quartier de la Boutilly pendant la Première Guerre mondiale. Je leur laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, Michel et moi-même, membres du Souvenir français, allons vous faire partager le sort d'un petit village de l'arrière-front pendant la Grande Guerre. Il s'agit de Cagny-les-Amiens et du hameau de Bouthiéry que nous parcourrons entre 1914 et 1918. Nous pouvons commencer par se poser cette question. Comment les traces historiques aujourd'hui du village de Cagny permettent de raconter l'histoire de la Première Guerre mondiale? Nous allons commencer avec ce qui est assez simple et visible de tous, des éléments facilement accessibles comme ce monument aux morts, en fait présent devant l'église du village, qui retrace en fait, reprend les 17 noms des Canisiens tués pendant ce premier conflit mondial, surplombé voilà du casque Adrien, symbole du poilu, entouré de fleurs, de feuilles de laurier, symbole du vainqueur, et surplombé d'une la croix de guerre, croix du combattant. On retrouve également à travers le cimetière communal plusieurs stèles et tombes de Canisiens morts pour la France, également quelques stèles commémoratives puisque plusieurs corps sont portés disparus. Et enfin, au milieu, cette stèle blanche assez atypique d'un militaire français, c'est celle d'un lieutenant de la Légion étrangère, du régiment de marche de la Légion étrangère, mort le 27 avril 1918 et enterré initialement dans le cimetière de Cagny. Et ensuite, il y a vos trouvailles, c'est-à-dire plusieurs objets retrouvés par-ci par-là dans le village. On peut retrouver facilement donc des boutons de vareuse britanniques, comme des cartouches, mais également assez typique, un croisillon de douille d'obus de 18 pouces de transport, canadien, donc symbole en fait d'une artillerie, d'une unité d'artillerie. Également un casque britannique retrouvé dans le parc du château. Sur la commune, on a également retrouvé des éléments comme allemands, comme un verre, voilà, des verres à moutarde et également plusieurs plaques d'identité de soldats, symbole de la présence de soldats allemands, mais également une présence française, puisqu'on retrouve voilà, une petite plaque d'identité de militaires français qui étaient boulangers dans l'armée, comme dans le civil. Et enfin, voilà, ce petit album photo de l'état-major de la 2e armée française. Pour resituer le village de Cagny, celui-ci se situe au sud-est d'Amiens, entre Saint-Fucien, Beauve et Longo. La gare de triage de Longo, la très grosse gare, se situe à peine à 700 mètres à vol d'oiseau, voilà, du centre du village. La rivière Lavre coule le long du village. Et si on va un petit peu plus dans le détail, voilà, le hameau de Bouthiéry se situe juste en face. Donc, très régulièrement, voilà, les habitants de Bouthiéry partagent la vie en fait, de la commune de Cagny, assistent voilà, à la paroisse, aux offices et également profitent des commerces. Si on regarde ce petit village, en fait, pour dresser un tableau, en 1914, Cagny, c'est à peu près 630 habitants. On retrouve à peine 9 fermes parce que principalement, le village est industriel. On retrouve 2 sites industriels tels que l'usine Searle, sur Bouthiéry, qui fabrique des pièces mécaniques, et également l'usine Deneux, le long de l'Avre, qui est en fait une blanchisserie. Le village est également en fait ponctué de plusieurs châteaux, le château de Cagny, le château de Bouthiéry, le château de Searle, et également de grosses bâtisses telles que la maison des Pères du Sacré-Cœur et la maison de retraite de la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille. Donc, plusieurs bâtiments en fait susceptibles d'être réquisitionnés par l'armée ou intéressés voilà, en cas de nécessité. Démarre l'année 1914. Il faut savoir qu'à cette époque, le service militaire est passé à 3 ans. Donc les habitants ont l'habitude de voir défiler des troupes en exercice, réaliser voilà, des exercices dans les plaines aux alentours, que ce soit le 72e régiment d'infanterie qui est basé sur Amiens. Et ici, vous avez des photos, en fait, des photos d'un régiment de chasseurs à cheval, le 19e, qui, à la veille de la guerre, effectue une manœuvre dans le village, au sein même du village. Arrive fin juillet 1914, finalement les choses s'accélèrent.
Un télégramme est envoyé le 1er août à 17 h. Ce sont en fait les gendarmes qui sortent les archives vierges des placards de la mairie pour y apposer la date fatidique de la mobilisation générale pour le dimanche 2 août 1914. Donc à partir du 1er août, effectivement, les choses sont officielles. Tous les hommes en âge d'être mobilisés doivent rejoindre leur cantonnement spécifié dans leur fascicule de mobilisation. Il s'avère qu'en fait, la guerre est déclarée. Les Canisiens ont déjà eu affaire aux Allemands, puisque, je vous le rappelle, en novembre et en décembre 1870, des combats ont eu lieu sur la commune, et en 71, voilà, la commune a été furtivement occupée par les Allemands, les Prussiens, ornés de leur casque à pointe. Ce n'est pas quelque chose d'étranger. La mobilisation s'effectue au sein donc, du village. Il faut savoir que les unités militaires sont dispatchées un peu partout dans les communes pour pouvoir se constituer. Cagny va accueillir, et Bouthiry également, donc des unités du 17e régiment d'artillerie afin de se constituer. Donc, on va dire de jeunes hommes arrivant de tout le département viennent en fait toucher leur pactage, leur matériel et constituer en fait les batteries de ce régiment d'artillerie. À Cagny, c'est à peu près 170 hommes qui viennent s'équiper pour accompagner les 170 chevaux, pareil, de chaque chef de batterie. Et on retrouve la même chose au sein de l'usine Searle à Bouthiry. À partir, donc, ça se situe entre le 2 et le 5 août 1914, et à partir du 5 août 1914, ce régiment quitte la région en train en direction du front. On peut imaginer que Cagny et Bouthiry constituent peut-être le premier souvenir de cette terrible guerre pour certains des membres du 17e régiment d'artillerie. Les choses vont très vite, nous sommes dans une guerre de mouvement. Les Allemands avancent vite. La situation est un peu confuse. On voit déjà arriver fin août les premiers réfugiés belges. Les ordres et contre-ordres arrivent et arrivé donc le 25 août 1914, un régiment est débarqué à la gare de Longo et il vient se cantonner dans la commune de Cagny. Très furtivement, puisque l'après-midi même, il rembarque pour la Bretagne et la Normandie. Les ordres se changent très régulièrement, mais suffisamment de temps pour que les hommes du 147e régiment d'infanterie prennent le temps d'acheter des cartes postales et de les envoyer à leur domicile. Sauf qu'il s'avère que déjà le 25 août, les Ardennes, là où ce régiment est originaire, est déjà occupé, ce qui fait qu'on retrouve énormément de cartes postales avec cette mention lieu, destination envahie. Les informations officielles nous rapportent que tout va bien, mais finalement le front se rapproche très rapidement. Le 28 août 1914, un biplan allemand est aperçu dans le ciel. Le 29 août, c'est le son du canon qui est entendu, preuve que le front se rapproche. Le 30 août, les troupes françaises décrochent et le 31, les Allemands sont là. Il faut savoir que les choses vont tellement vite que l'état-major va décider d'envoyer sur le front des régiments d'infanterie territoriaux, c'est-à-dire ce régiment avec une faible valeur combative, mais la situation fait qu'on envoie ce qu'on peut. Dans la région, on va se retrouver plusieurs régiments tels que le 12e, le 21e régiment d'infanterie territoriale et le 18e. Le 18e est le dernier à quitter l'Amiénois et à laisser en fait la région libre d'accès en fait aux troupes allemandes. Ce 30 août 1914, à Cagny même, le soldat Pierre Deveau du 21e régiment d'infanterie territoriale raconte. Bien qu'ainsi couchés, nous devons être très apparents de loin, car nous sommes en pleine lumière, dans un espace absolument découvert et sur un terrain de teinte unie et voyante. Quelle extraordinaire position de combat! La chaleur est torride, le soleil brûle la peau des hommes à travers leurs épais vêtements de drap. Nos soldats se plaignent de n'avoir pas mangé sérieusement depuis l'avant-veille. Le capitaine envoie le cycliste au ravitaillement et vers 11 heures, une voiture de boulanger apporte sur la route, à 4 ou 5 mètres, une quantité de petits pains, une grande boîte de pâté et un baril d'eau. L'eau est mesurée parcimonieusement. Le pâté a tellement chaud qu'il coule. Les petits pains sont certainement un fond de magasin
car ils opposent une résistance des plus sérieuses. Mais tout cela est cependant très bien accueilli, d'autant que l'ennemi ne se fait toujours pas voir, bien que la vue porte à 3 ou 4 lieues. Pourtant, toute la matinée, nous avons assisté à une lutte d'artillerie. Sur notre gauche, le ciel était garni de petits flocons blancs formés par l'éclatement des shrapnels. Dans la nuit du 30 au 31 août, les Allemands font leur entrée dans la ville d'Amiens, prennent possession de la commune. L'armée française a évacué la zone. Et c'est aussi ce lundi 31 août 1914 que les Allemands font leur entrée à Cagny. Un écolier de Cagny nous raconte. C'était lundi. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Le précourt que les Uhlans avaient été vus au-dessus de la gare de Longueau. On se dirigea vers le point indiqué, on avança même un peu plus loin et tout à coup, on aperçut les casques à pointe. Tout le monde alors de déguerpir et de revenir sur ses pas. Pendant ce temps, les envahisseurs faisaient leur entrée dans Cagny. Les Allemands se présentèrent d'abord chez le débitant, puis chez l'habitant. Ils allèrent jusqu'à enfoncer les portes. Ils buvèrent, mangèrent, mirent les caves à contribution. Pas un recoin qui n'ait été le théâtre d'un acte de pillage. 2 officiers pénétrèrent chez l'instituteur et firent main basse sur les denrées alimentaires qu'ils trouvèrent, emportant dans un sac sa modeste réserve de vin et inspectant toutes les armoires dont ils ne laissèrent rien. L'après-midi s'acheva en toutes sortes de péripéties et la garnison ennemie prit le chemin du départ à la tombée du jour, aux acclamations intérieures de toute la population. Chacun ensuite commenta les faits, puis se consola l'un l'autre et fit des vœux pour ne plus les revoir. La carte suivante nous présente donc l'avancée extrême des troupes allemandes dans le nord de la France. On voit aisément que la ville d'Amiens a maison occupée et s'occuper. Ceci pendant quelques jours. Les Allemands prennent possession de la ville d'Amiens. Ils exigent des réquisitions. Il s'agit de denrées, de matériel, etc. Pour que les choses se passent bien, les Allemands vont demander à avoir une douzaine d'otages qui seront pris à travers les membres en fait, de la municipalité. Ces otages ne vont pas rester à Amiens, mais vont être dirigés vers l'est, un peu plus vers l'est. Ils passeront notamment par le village d'Amiens. Ils traverseront sur des charrettes. Et finalement, ces réquisitions ce matériel, ces denrées seront réunies et chargées sur une centaine de charrettes et de voitures à cheval. Il faut savoir que voilà, à partir du 1er septembre, le chargement quitte la commune d'Amiens en direction de l'Est également. Et leur première étape se situe à Cagny même, juste à la sortie. C'est là qu'ils passeront la nuit. Lorsque le chargement arrive dans la commune, le maire est demandé, c'est finalement le secrétaire qui se présente, il est directement fait otage. Quelque temps après, le maire, M. Denay, se présente également. Tous deux seront faits otages et passeront la nuit avec donc, les soldats allemands et les conducteurs de charrettes du matériel. Il faut savoir qu'à cette époque, que ce soit les maires, les instituteurs ou les prêtres, ils ont une forte en fait, influence sur la population et de ce fait-là sont généralement pris en otage parce qu'ils véhiculent souvent un fort patriotisme. Un officier allemand menace le maire de Cagny. Monsieur le secrétaire, je tiens à vous dire que nous allons passer la nuit ici dans la commune. Nous exigeons de vous une contribution de guerre, mais nous voulons que vous nous fassiez apporter dans des tonneaux de l'eau potable pour les hommes. Nous allons vous tenir en otage ainsi que monsieur le maire. Il ne vous sera rien fait, mais si des coups de fusil se faisaient entendre la nuit, vous en seriez tous les deux responsables et de ce fait fusillés. Un officier passe et leur tient ce message. Cocher, vous êtes 75.
Que demain, il n'en manque pas un quand on vous éveillera. J'ai à vous prévenir qu'en cas d'alerte, personne ne doit se lever. Mes sentinelles ont ordre de tirer sur le premier debout. En cas de besoin, levez la main, une sentinelle ira vous chercher. Un moment après, les soldats passent et couvrent tout le groupe de paille. Les soldats et les conducteurs dorment ensemble à la belle étoile. Les troupes allemandes se situent plutôt à l'est au sud et à l'est du département. Finalement, les choses vont changer, puisque a lieu début septembre la fameuse bataille de la Marne, que vous connaissez, le taxi de la Marne. Là, les Allemands vont effectuer un repli stratégique et finalement évacuer la zone l'Amiénois, en fait. Et juste avant de quitter la région d'Amiens, les Allemands vont placarder une centaine d'affiches. On se retrouve le 10 septembre 1914, où ils vont convier tous les hommes en âge de prendre les armes et être mobilisables. Il faut imaginer des hommes entre 20 et 40, 50 ans. Le rendez-vous est donné donc à la citadelle le soir même. Et il s'avère que plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'Amiénois rejoignent cet appel à la citadelle. En 2010, nous avons retrouvé en fait un album photo et de cartes postales à Cagny, nous racontant les histoires donc, de Firmin Desjardins, qui fait partie de ces hommes et qui finalement a été fait prisonnier à la citadelle et envoyé en déportation en Allemagne. Il fait partie en fait des 1061 prisonniers civils amiénois partis en captivité en Allemagne, à Rundstadt. Nous avons en fait eu la possibilité de parcourir à travers ses échanges avec son épouse, toute la vie du camp, à travers des photos et des cartes postales. Il faut savoir que voilà, une vie entre civils s'installe, en fait, de petites activités, d'artisanat. Une église est même installée, comme vous pouvez voir, afin de célébrer des offices. Une routine se met en place. Firmin Desjardins va recevoir quasiment 150 colis pendant toute la guerre. Des colis chargés de denrées, de nourriture, mais également de vêtements en cas de nécessité. Mais également, il recevra le double, quasiment 300 courriers de son épouse, des courriers qui sont très standards et censurés, que l'on peut facilement imaginer. Vous les voyez ici toujours en photo avec un courrier type. En bas à gauche, vous voyez que la moustache est plutôt de rigueur à l'époque. Et donc, en fait, Firmin Desjardins habitait Bouthiry et sa famille était originaire de Cagny-les-Amiens. L'année 1915 est une année terrible, que ce soit pour l'armée française comme pour Cagny. Il faut savoir qu'un Canysien sur deux inscrit sur le monument aux morts est tombé en 1915. C'est l'année des terribles offensives à outrance, que ce soit l'Artois, l'Argonne, la Meuse, la Marne. L'activité militaire s'installe, on est plutôt dans une guerre de position actuellement. À partir de fin 1914, c'est la deuxième armée française qui s'installe à Cagny. Cette armée est commandée par le général de Castelnau. Il établit son campement, enfin son QG, au sein même de Cagny et de Bouthiry. Lui loge dans le château Searle, en bas à gauche, et une partie de son état-major, proche du premier bureau, loge dans le château de la Bouthiry. Nous allons écouter les lettres du capitaine Roté qu'il écrit à son épouse pendant toute la durée de la guerre. Lui-même est Saint-Cyrien de formation, originaire du corps des chasseurs. Il sera toujours vêtu donc, de son uniforme de chasseur. Il nous raconte. Le 12 octobre 1914, Amiens présente une animation extraordinaire. Comme l'industrie et le commerce donnent en grande partie, tout le monde se promène au soleil. Naturellement, beaucoup d'automobiles militaires et surtout un nombre incroyable de médecins et de pharmaciens. Les blessés ne manqueront pas de soins. Comme je le disais hier, nous avons nos bureaux installés dans une fabrique de boulons et d'écrous. Le chauffage central y fonctionne parfaitement, mais où je suis, une odeur bien forte d'huile chauffée à laquelle on s'habitue du reste assez vite.
Nous sommes logés dans un grand pavillon, genre Louis XIII, pierre et briques, entouré d'un jardin. Le 21 octobre. Après le froid de la semaine dernière, nous avons un temps très doux, mais brumeux, qui est, paraît-il, le temps de la région. J'avais commencé à prendre des effets d'hiver, mais j'ai dû y renoncer car j'avais trop chaud. D'ici peu, l'offensive sera peut-être reprise. Les transports de troupes vers le nord continuent sans interruption, et comme on est appuyé à la mer, il faudra bien faire quelque chose. Sur le front même de notre armée, nous sommes à quelques centaines de mètres des Allemands, dans de profondes tranchées, avec des réseaux de fils de fer et autres défenses. Comme il est difficile dans ces conditions de s'avancer à découvert ou progresser à la sape, comme dans les neiges d'autrefois, c'est-à-dire en creusant des tranchées et en utilisant la mine. Mais tu vois à cette allure le temps qu'il faudrait pour arriver à la frontière. Espérons qu'on trouvera quelque chose de plus rapide. Mais quoi qu'il arrive, il faut s'attendre à passer l'hiver et prendre ses dispositions en conséquence. Dans un état-major, la chose est du reste peu compliquée, pas plus qu'en temps de paix, et cela ne me tracasse guère. Actuellement, nos bureaux sont très chauffés, trop même, mais on en est quitte pour ouvrir les fenêtres, c'est plus simple. Enfin, on a déjà acheté 10 grands pots de bic pour les officiers qui circulent en auto-découverte. Tu vois qu'on a pensé à tout. Sur du papier en tête, établissement Serve Frères, c'est sans doute le nom de l'usine qui héberge les bureaux d'état-major. Aux hommes des tranchées, nous avons eu déjà pas mal de pieds gelés pendant ces nuits de grand froid. Pourtant, on prend des dispositions en vue de l'hivernage. On fait venir des poêles, des braseros, des marmites norvégiennes pour tenir le café chaud, des quantités de tôles ondulées pour couvrir les tranchées, et toujours des chaussettes, des passe-montagnes, des chemises, des tricots, etc. En décembre, maintenant que de part et d'autre on ne bouge plus, on ne rencontre guère de ces tristes cortèges, et les villages qui ne sont pas tout à fait détruits se repeuplent peu à peu. Les semailles se font jusqu'aux tranchées, sous le feu de l'ennemi. Il est vrai qu'au train où vont les choses, il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas ici encore l'année prochaine. Notre inaction a certainement des motifs, que j'ignore, mais on s'installe chaque jour un peu plus comme en garnison, et on ne songe plus guère qu'au bien-être des hommes. On prévoit déjà le menu du 1er janvier. Jambon, pommes, noix, oranges, cigares, champagne. Tout cela doit nous arriver de l'arrière, en plus du ravitaillement quotidien. Avant-hier, nous avons reçu pour 100 000 pipes en bruyère. Chaque homme et chaque officier en a touché une. Auparavant, nous avions déjà le tabac et les allumettes. Tout cela est fort bien, mais j'aimerais mieux un peu plus de munitions. Février 1915. Après la pluie d'hier, beau temps aujourd'hui. C'est la règle dans ce pays-ci. Le directeur de la Société télégraphique de l'armée a ramené ce soir d'un régiment d'artillerie un canonnier de 13 ans, guère plus grand que Pierrot. C'est un orphelin qui, de Lorraine, a suivi le régiment. On lui a confectionné des vêtements à sa taille et il a même été nommé soldat de première classe. On va lui donner quelques notions de télégraphe et de téléphone pour tâcher de l'employer comme téléphoniste. Il est encore un peu trop jeune pour se faire tuer. Il paraît qu'il y en a pas mal comme lui dans bien des régiments d'artillerie, car c'est là qu'ils peuvent le suivre le plus facilement, à cause des voitures. Il est, je crois, moins grand que Pierrot, ou bien c'est son costume qui le fait paraître encore plus petit qu'il n'est. Il est des environs de Mirecourt. Son frère, avec lequel il vivait, est parti à la mobilisation, et comme il restait seul sans parents, il a suivi le premier régiment qu'il a rencontré, le 16e d'artillerie du 13e corps. Il a assisté avec lui aux batailles de Lorraine, s'est replié avec le capitaine et quelques hommes restant seuls de sa batterie après la bataille de Sarrebourg, où tout le matériel avait été détruit. Il a pris part ensuite aux batailles de la Marne, puis aux différents combats qui depuis 4 mois ont lieu dans notre région. Bien peu en ont vu autant que lui, surtout à son âge.
et il a dû 100 fois risquer d'être tué. Le chef du service télégraphique voulait en faire un télégraphiste, et en un jour, il avait déjà appris son alphabet morse. Mais une note du général en chef, parvenue aujourd'hui même, prescrit que tous les enfants de moins de 11 ans qui suivent l'armée doivent être rendus à leur famille, ou mis dans des établissements hospitaliers. Voilà l'odyssée du jeune artilleur interrompu, pour un moment tout au moins. Il en sera sûrement navré. Le 17 avril 1915. Hier, les Allemands avaient été prodigues de leurs bombes. Ils ne visent qu'Amiens ou la gare de Longo, qu'ils ont du reste manqué hier comme les autres fois. Ils ont été plus heureux sur Amiens qui fournit, il est vrai, une bien plus vaste cible. Je viens à l'instant de recevoir la croix des mains du général de Castelnau. On avait à cette occasion réuni tous les officiers du quartier général dans la grande salle à manger de M. Searle, le propriétaire de l'usine. Cela ne rappelait en rien les revues du 14 juillet, la foule, les troupes, la musique, mais cela ne manquait quand même pas d'une certaine originalité. Et il fallait des circonstances aussi troublées que celles que nous traversons maintenant pour réunir ainsi, dans la villa d'un Anglais, une cinquantaine d'officiers de l'armée française pour une remise de décoration. La chose s'est faite du reste bien simplement, mais avec toute la cordialité que le général de Castelnau s'est apporté à tout ce qu'il fait. Il nous a offert à tous, après la cérémonie, une coupe de champagne. En juin 1915, avec ma fenêtre ouverte, le bruit de la gare me réveille assez souvent. C'est un mouvement de train continuel. Troupes, vivres, munitions, sans parler des trains ordinaires. Il y a des locomotives belges, je crois, qui en guise de sifflet poussent de vrais beuglements. Mon sommeil ne s'y est pas encore habitué. Et puis le matin, je suis réveillée décotrominée car ma fenêtre donne le vent et le jour passe malgré les persiennes. Le général est parti hier soir, assez triste de nous quitter, et son successeur, le général Pétain, est arrivé hier soir. Je ne l'ai vu que quelques instants, mais il m'a fait assez bonne impression, et on dit du bien de lui. Dans quelques jours, je pourrai en parler davantage en connaissance de cause, car il a posé le principe que le chef, le sous-chef d'état-major et les 3 chefs de bureau devaient manger à cette table. Nous avons commencé hier à vivre à la table du général. C'est bien ce que je craignais. Un peu froid et cérémonieux. À la longue, il y aura peut-être plus d'intimité, mais le général semble ne pas vouloir causer beaucoup. Nous sommes 8 à table. Le chef et le sous-chef d'état-major, les 3 chefs de bureau, le général commandant l'artillerie et l'officier d'ordonnance du général. Nous sommes installés dans la salle à manger du propriétaire de l'usine, qui est une vraie merveille. Il n'y a rien que des choses anciennes superbes. Nous utilisons naturellement ses cristaux et son argenterie, qui sont à l'avenant. Enfin, cette salle donne par 3 grandes baies situées sur un perron qui domine le jardin. Il est difficile de trouver mieux. Le général aime, je crois, avoir une table bien servie, et je le comprends, car il aura sans doute assez souvent des invités de marque. Ce monsieur Searle est fait sur mesure. Tous les dimanches soirs, il dîne avec nous. Comme dimanche dernier, le général n'était pas là. Il en a profité pour nous offrir du champagne de premier choix, comme tout ce qui est dans sa cave. Nous venons donc là de parcourir en fait un peu la vie de l'état-major de la deuxième armée, Académie d'artillerie. Peut-être vraiment différent de celles des types. À travers en fait ces officiers, il figure en fait un artiste qui s'est amusé à peindre une caricature de chacun des officiers du premier bureau. Un grand tableau. Ces tableaux seront affichés finalement dans le salon du château Searle, et il a été décidé de les miniaturiser pour en faire des cartes postales. C'est en fait ce fameux petit album qu'on a retrouvé, qui reprend chacun des officiers du premier bureau, avec une petite annotation à chaque fois.
Nous avons ici donc le capitaine Roté, Anthony de Chasseur. Celui-ci nous raconte. C'est moi une photographie du panneau de notre salle à manger qui m'a été consacrée et dont je t'avais parlé. La ressemblance n'est pas garantie comme le portrait, et d'autre part, la photographie ne rend pas très bien les tons de la peinture. Mais en tout cas, ça donne toujours une idée du genre. On a fait ainsi des photographies de tous les portraits qui ornent notre popote et on les fera reproduire comme des cartes postales illustrées. De cette façon, nous pourrons avoir tous comme souvenir la tête des camarades. On voit sur le portrait, au pied du gendarme, 2 prisonniers Boche en train de manœuvrer la pompe à vider les cabinets. Et c'est là une des corvées que l'on fait faire assez souvent aux Allemands que nous avons toujours ici pour l'entretien du casernement. Et voilà quelles sont les distractions du QG de la 2e armée en l'an de grâce 1915. Un document intéressant reprend en fait un dessin de la vie de ce fameux 2e QG. Il s'agit d'un temps de travail qui figure dans la fameuse revue connue d'illustration numéro 3 1888, où on trouve donc l'état-major de cette 2e armée avec debout, en tenue de chasseur, toujours le capitaine Roté, en train d'inspecter une carte d'état-major. Et enfin, cette dernière photo qui reprend une vue d'ensemble de l'état-major de la 2e armée, avec en son centre assis le général Pétain, et debout légèrement sur la gauche, le fameux capitaine Roté. Voilà. Là, de même, la moustache est plutôt de rigueur. Une distraction dans l'Amiénois, mais également sur Cagny, c'est d'assister au combat aérien que l'on retrouve dans le ciel. Un sous-lieutenant nous raconte son combat. Je rentrais de reconnaissance lorsque j'apercevais un appareil allemand se dirigeant sur la ville. Je cherchais à le joindre, la vitesse de mon biplan était légèrement inférieure à la sienne et je ne pouvais l'empêcher de survoler les environs d'Amiens. Là, celui que j'aurais voulu avoir comme adversaire exécutait un certain nombre d'évolutions pour lancer des bombes, d'abord sur le terrain d'aviation, puis sur le village de Cagny. Le travail avait absorbé et j'avais mis à profit ce délai pour le rattraper. Arrivé à bonne distance, mon passager ouvrait le feu, tirait une trentaine de balles de mitrailleuse, endommageait l'aviatique et atteignait sans doute le passager que nous vîmes penché hors du fuselage, ne bougeant plus et ne cherchant pas à riposter. Malheureusement, aucun organe essentiel de l'appareil ennemi n'était atteint. Il parvenait à nous échapper en piquant. Ayant aperçu un albatros qui avançait à son tour, je crus plus utile de m'attaquer à ce nouveau venu, qui avait encore son chargement de bombes, que de continuer à poursuivre l'autre qui était maintenant inoffensif. Cet albatros était accompagné d'un monoplace anglais maquillé. Tous deux se trouvaient au-dessus de Cagny. Le pilote de l'appareil anglais semblait tout désorienté et cabrait avec exagération. Il tournait la tête avec inquiétude de mon côté. Je me précipitai vers lui à plein moteur. J'étais à 6 ou 7 mètres de lui lorsque mon observateur constatait, la rage au cœur, que sa mitrailleuse était enrayée. Il prenait alors son mousqueton, mais tirait sans succès. L'occasion était manquée. Le Boche l'avait échappé belle. Je m'occupais ensuite de l'albatros. Je m'approchai de lui, mais à ce moment, il faisait un brusque demi-tour et se dirigeait brusquement vers moi. Je n'évitai la collision qu'en renversant mon avion, à tel point que la mitrailleuse, projetée hors de son support, tombait à l'intérieur du capot. Lorsque je parvenais à reprendre mon équilibre, je voyais fuir dans le lointain mon adversaire, qui avait failli être la victime d'une manœuvre désespérée et d'ailleurs fort courageuse. Ce vol me valait ma première citation à l'ordre de l'armée. 1915, quelle était la vie finalement dans le village? On retrouve donc forcément une présence omniprésente des militaires français, qui logent notamment chez l'habitant, donc une proximité est vraiment mise en place. Les abattoirs sont installés dans l'usine de Neu et les habitants profitent de sous-produits en fait, de l'abattoir. Il faut savoir qu'à ce moment, les denrées alimentaires se font rares et les prix ont tendance à exploser malgré les restrictions mises en place.
voilà, les civils arrivent à s'accommoder facilement et notamment via la gare de Longo, quelques activités, comme voilà, 16 mai 1915, une grave collision entre un train de permissionnaires et un train de transport de munitions fait plusieurs dizaines de blessés et de tués. Même on relate également le 8 juin 1915, un avion allemand bombarde un wagon chargé d'explosifs en gare de Beauvais. L'explosion se fera entendre jusqu'à Cagny et c'est cette explosion qui soufflera l'église de Saint-Nicolas, qui aujourd'hui n'existe plus. Et également, donc voilà, les soirées ou les journées sont ponctuées de tirs de la DCA installés un petit peu partout autour du village. La vie tourne plutôt au ralenti, puisque finalement, là où les naissances continuent à avoir lieu, les mariages sont quasiment inexistants pendant toute la durée de la guerre. On voit bien qu'à partir de 1919, la vie rattrape son cours entre naissance et les mariages. Vous avez ici donc, plusieurs photos ensuite de civils et de militaires qui cohabitent. Le commerce fonctionne. Et très rapidement, à partir de 1915 jusqu'en 1917, un camp de prisonniers allemands est installé à la sortie de Cagny, direction de la gare de Longo. Il faut savoir qu'en fait, il s'agit dans un premier temps d'un appelle un lazaret, c'est plutôt un centre de désinfection pour les prisonniers allemands qui arrivent du front. Et ensuite, un deuxième camp qui fait plutôt issu d'un camp d'évacuation vers d'autres régions en France. Voilà, une partie de ces Allemands sont utilisés pour entretenir les routes, les voies ferrées, pour réaliser des tâches quotidiennes. Vous avez ici une photo allemande vue d'en haut. En bas, à gauche, vous avez une sorte de petit triangle blanc. Il s'agit en fait du camp allemand, juste à l'entrée de Cagny. Alors, l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, exactement au même endroit, figure encore un camp, mais plutôt de gens du voyage. Sur les photos suivantes, vous retrouvez en fait une vue de ce fameux camp. En fait, il est organisé suivant un alignement de tentes canadiennes entourées de barrières et de barbelés. Ces prisonniers sont en fait gardés par des gendarmes français. Un rapport de la Croix-Rouge de 1917 fait état en fait d'un manque d'eau potable, d'une nourriture de moindre qualité et d'un manque de protection, puisque en septembre 1916, un bombardement aérien allemand va blesser, voire tuer plusieurs prisonniers allemands eux-mêmes. Ils n'ont aucun moyen en fait de se protéger. Vous avez encore ensuite, voilà, en haut, des prisonniers qui sont amenés au niveau de la gare de Longo. Et en dessous, ce sont des prisonniers, la photo est de mauvaise qualité, mais il s'agit de prisonniers allemands de corvée d'eau. Juste face à l'église, vous avez en fait une pompe à eau à l'époque. Et enfin, ces fameux soldats en activité gardés par des troupes françaises. Le capitaine Roté nous raconte. Les prisonniers vont appliquer. Il faut aussi s'en occuper, ne fût-ce que pour les faire nettoyer. Avant de les expédier sur l'intérieur, il faut les désinfecter et les épouiller. On nous en annonce environ 350 pour ce soir. On a fait pas mal de prisonniers, mais on en a tué encore plus, car on commence à ne plus bien leur montrer de pitié, et c'est justice. Cependant, ces soldats allemands sont étonnants comme disciplinés. On en a amené l'autre jour qui était resté 2 jours dans les tranchées, sous les obus, sans manger. Ils avaient fait 2 étapes par la grosse chaleur, et ils étaient éreintés en arrivant. 3 sont morts peu après. Eh bien, malgré cela, dès qu'un officier français leur parlait, ils se redressaient, joignaient les talons et prenaient une attitude militaire comme bien peu de nos troupiers savent le faire. C'est cette discipline qui fait leur force et maintenant leur armée sur le pied où elle est encore, et maintient leur armée sur le pied où elle est encore, malgré les pertes qu'elle a subies. Ils sont encore capables d'un effort sérieux, et c'est ce qui me fait dire que tu as encore de longs mois devant toi pour terminer ton tapis de table. 1916, c'est l'année de la bataille de Verdun.
mais plutôt l'année aussi de la bataille de la Somme, en 1er juillet 1916, qui va accentuer l'activité à Cagny et dans l'Amiénois. Si on parle de prisonniers, il faut savoir que 100 000 prisonniers allemands ont été faits pendant la bataille de la Somme. Les quantités sont passées par les camps de Cagny. Sur les hauteurs du village, on arrive à apercevoir en fait les lueurs rouges des canonnades et des explosions sur le front autour d'Albert. Pendant un temps, le village va accueillir également un hôpital de campagne. Les soldats sont en fait guéris ou certains décèdent, comme ce lieutenant du 8e régiment de chasseurs. 1917, l'activité continue de s'accentuer. Les passages de troupes en gare continuent d'être à un fort niveau. Il faut savoir que pendant la bataille de la Somme, on compte entre 150 et 200 trains quotidiennement en gare de Longeau, ce qui va vraiment rythmer un peu la vie de l'Amiénois. Cagny est plutôt vu comme une zone de repos. Vous allez stocker en fait du matériel, des denrées alimentaires pour alimenter le front tout proche. Des soldats sont toujours français, sont logés chez l'habitant, mais il s'avère qu'on retrouve également des Australiens. Il faut savoir que l'usine de Neu va être transformée en fait en blanchisserie pour l'armée, pour laver leurs uniformes, leur linge, et l'armée australienne va passer un contrat pour laver tout leur linge et leurs uniformes avec les établissements de Neu. Le mot d'ordre est que dans l'armée australienne, chaque soldat doit être capable de changer intégralement son uniforme tous les 10 jours. Voilà. Il faut donc plusieurs dizaines de Canisiennes sont embauchées à la blanchisserie pour travailler pour les Australiens. Et un officier australien nous fait remarquer que c'est plus facile pour les Australiens d'apprendre le français que pour les Canisiens d'apprendre l'anglais. L'hiver rend difficile en fait le séchage des vêtements et finalement c'est le maire, M. Deneux, qui prête ses serres pour faire sécher le linge lavé par la blanchisserie de Neu. Comme je vous disais, régulièrement en fait, le silence est ponctué de canonnades par les défenses contre avions. Vous avez ici en bleu toutes les positions de défense de l'armée britannique et en rouge les défenses de l'armée française. Il s'agit en fait de centres d'observation, mais également de batteries de canons dirigées vers le ciel pour accueillir en fait les taubes, ces fameux avions allemands qui viennent soit observer, faire des photos, soit bombarder la gare de Longeau, qui reste un nœud de communication très important. Et comme je vous le disais précédemment, la gare de Longeau est à peine 700 mètres du centre du village de Cagny. Donc Cagny est très souvent bombardé par erreur. Là, nous étions toujours dans une guerre plutôt de position jusqu'en 1918. Et le 21 mars 1918 est déclenchée cette fameuse offensive Michel, l'offensive du Kaiser. C'est-à-dire que l'armistice a été signé avec les Russes et les Allemands en profitent pour rapatrier sur le front d'Ouest 1 million de soldats allemands qui vont en fait déferler sur le front Picard. Et une des pointes est poussée en direction d'Amiens. L'objectif est de couper les armées françaises des armées britanniques. Et le front va se rapprocher finalement à quelques kilomètres de Cagny, entre 10 et 12 kilomètres de Cagny. Et les choses vont vraiment s'accélérer. Les bombardements s'intensifient. Vous avez ici en fait une carte avec plusieurs points d'impact de bombes lancés par les avions allemands. Finalement, la population amiénoise reçoit un ordre d'évacuer tout l'Amiénois à partir du 27 mars 1918. Une partie forcément des habitants va repartir en exode. Et finalement, la poussée toujours dangereuse et extrême pousse en fait les autorités à interdire tout civil dans la région à partir du 24 avril 1918. Il faut savoir que même l'usine Searle, qui finalement, pendant la guerre, s'est mise à fabriquer des gaines d'obus de 75 pour l'armée française, donc cette usine va être déménagée à partir de fin avril 1918. Et ils auront besoin de 200 wagons pour évacuer la totalité du matériel et des machines.
Rappelez-vous que un tiers des cannes d'obus fabriquées pour les douilles de 75 sont faites en fait à Boutillerie. Un tiers de la production française. Quasiment 20 000 douilles par jour. L'armée française donc dépêche une quantité de troupes importante, que ce soit britannique ou française dans la région. Ici, vous avez une photo en fait de la rue principale de Beauvais. Vous pouvez en fait facilement vous projeter sur une activité similaire dans sein même du village de Cany. Énormément d'artillerie, de troupes, de matériel, de munitions transitent vers le front qui se rapproche dangereusement. L'objectif est d'arrêter les Allemands avant qu'ils atteignent la région d'Amiens. L'armée britannique est fortement mise à contribution. Également a mis en place en fait des routes à sens unique pour éviter tout embouteillage dans la région. La présence britannique est connue puisque finalement plusieurs soldats britanniques se font en fait blessés et même tués par des bombardements, qu'ils soient aériens ou même par obus, parce que finalement, à 10-12 km, Cany est à portée de canon, et majoritairement, c'est souvent la gare de Longo qui est prise pour cible, mais des erreurs de tir font que des projectiles tombent sur la région d'Amiens et la région de Cany. Ces tombes, en fait, vont être donc ces soldats sont initialement enterrés à Cany même, dans le cimetière communal, et dans les années 30, ils seront en fait recentrés au niveau du cimetière de Longo, cimetière qui est géré par la CWGC, Commonwealth War Graves Commission. Voilà, je voulais juste en parler, c'est un organisme qui gère l'entretien des cimetières britanniques et également des mémoriaux pour la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et à Beauvais, à Longo, Saint-Lucien et même Amiens, on retrouve plusieurs sites en fait gérés par la CWGC. C'est un organisme qui représente quand même 400 employés qui gère entre 3 et 4 000 sites, principalement dans les Hauts-de-France et en Normandie. La diapo suivante nous présente en fait une carte vue de Cany et de Boutillerie. Et si on fait attention, on se rend compte qu'en fait, il y a la présence en fait de tranchées, de réseaux de tranchées qui sont en petits zigzags installés. D'abord pour protéger les hauteurs face à la gare de Longo. On en retrouve aussi tout en haut à droite, un double réseau de tranchées autour de Boutillerie, mais également le long de l'Avre en direction de Beauvais. À Cany, en fait, en avril 1918, a été décidé d'installer une deuxième ligne de front, enfin une deuxième ligne de défense avec des réserves en cas de percement du front par des troupes allemandes. Et même des blindés seront positionnés à Cany, entre Cany et Beauvais, pour pouvoir arrêter cette éventuelle poussée. Vous avez ici en fait une vue de ce fameux front qui se situe entre Villers-Bretonneux, Cachy, Domart, qui est relativement proche à vol d'oiseau en fait de Cany, Boutillerie. Les Français ont décidé d'installer en fait et de barrer la route aux Allemands en dépêchant les troupes des troupes d'élite. Il s'agit en fait de la division marocaine, la fameuse DM, c'est la division aux fourragères rouges. C'est la division la plus décorée de toute la Première Guerre mondiale. C'est celle-ci qui va être en fait dépêchée entre Cachy et Gentelles pour barrer la route et en vue d'une contre-attaque. L'arrière de cette bande de front se situe à Cany et le QG, plusieurs QG en fait des régiments de la division marocaine se situent à Cany même. On retrouve notamment le 4e et le 7e tirailleurs, le 8e zouave et le fameux régiment de marche de la Légion étrangère. Ces régiments en fait sont engagés à partir du 25 et 26 avril 1918 dans une contre-attaque d'une violence inouïe. Les Allemands sont culbutés. Le régiment, la Légion, va perdre quasiment 800 hommes. Et finalement, ce qui se passe, c'est que une partie de ces officiers de la Légion morts dans la région de Cachy vont être rapatriés sur les arrières et enterrés dans le cimetière communal de Cany. Dizaines d'officiers seront enterrés ainsi et ils seront exhumés et placés dans un carré militaire dans le cimetière de Saint-Achel à Amiens. Mais l'histoire fait qu'une des stèles est restée là, dans le cimetière de Cany, malgré une demande dans les années 80 de supprimer cette stèle.
Il s'agit plutôt maintenant d'une stèle commémorative, puisque le corps n'y est plus. Mais cette stèle, il est resté, et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est un dernier souvenir de cette présence. Au même moment, figurent également en cantonnement, à Cagny-Bouthiry, des unités de réserve françaises, prêtes à être versées en fait, sur le front en cas d'attaque allemande, notamment la 37e division d'infanterie, avec le 2e zouave et le 2e tirailleur. Deux de ces soldats, en fait, deux de ces zouaves seront morts sur le village de Cagny suite à un accident pendant leur cantonnement. Vous avez en dessous, donc voilà, une photo de ces soldats en présence de soldats australiens qui, eux, seront engagés sur la région de Villers-Bretonneux. Ces fameux Australiens, on a déjà vu présents avec la buanderie à Cagny, présents également dans le village parce qu'ils ont des unités de cyclistes ont pour charge de garder les ponts le long de l'Avre. À partir donc, ils ont positionné des positions mitrailleuses et ils ont pour ordre de faire sauter les ponts en cas d'invasion allemande si le front venait à lâcher. Nous étions en mars et avril 1918. Le front donc, est plutôt maintenant stabilisé, mais reste quand même dangereux. Finalement, en été 1918, les civils français reviennent petit à petit dans le village. Un témoignage d'une des sœurs de la congrégation de la Sainte Famille nous dit « Les obus ne tombent plus, le grondement des canons se fait plus lointain, il semble qu'on recommence à vivre et qu'on redevienne libre. » Le maire de Cagny, revenu également dans le village, décide en fait de réaliser des distributions pour le 4 juillet, le fête de l'indépendance américaine. Une distribution de vin est réalisée pour les habitants revenus, les quelques habitants, et également le 14 juillet, fête nationale, où de la viande est également distribuée aux habitants du village de Cagny. Tout début août 1918, une formidable activité s'intensifie. Il est prévu une attaque massive début août sur le front en vue de repousser les Allemands. Une quantité astronomique de troupes vont venir cantonner à Cagny et à Bouthiry, à tel point que voilà, la population est doublée, voire triplée, et que les zones de cantonnement ne sont plus suffisantes. On retrouve des hommes dans chaque bâtiment, dans chaque maison, dans chaque bois et aux alentours. Également, un camp est installé à la sortie du village. Le village va devenir canadien. Il faut savoir que les Canadiens vont être engagés massivement dans cette fameuse bataille qui va avoir lieu à partir du 8 août 1918. L'idée, les Allemands savent que lorsque les Canadiens sont engagés, il s'agit en fait plus ou moins du fer de lance d'une attaque massive. Donc, toute discrétion est faite pour que leur présence soit minimisée. On leur demande de voyager que de nuit et de bivouaquer la journée, d'être le plus discret possible sur leur position. Cela n'empêche que des tirs d'obus d'artillerie, mais également d'avions allemands, vont venir faire des victimes, plusieurs blessés, et également un artilleur canadien trouvera la mort à Bouthiry et il est enterré également à Longo. Puis vient le 8 août 1918, la fameuse attaque massive alliée. On peut dire que c'est le début de la fin de la guerre, finalement, où une coordination entre blindés et troupes au sol et artillerie va repousser les Allemands loin derrière leur position. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse bataille d'Amiens, la bataille du 8 août 1918. Vous avez ici un listing en fait, de soldats allemands blessés et morts en fait, sur la commune de Longo à ce moment-là. Puis le front s'éloigne petit à petit, de jour en jour, mais le village reste en fait une plaque tournante des troupes alliées. Vous avez ici en fait des photos d'officiers et de soldats australiens et quelques Français, présentes en fait détenues par les archives militaires australiennes, et nous avons réussi en fait à identifier les bâtiments juste derrière. Il s'agit du château de Bouthiry et du château de Cagny. Nous avons communiqué avec ces archives pour que maintenant apparaisse le lieu exact de ces photos. Puis vient l'armistice du 11 novembre 1918,
comme partout, vers 11 heures. Les cloches sonnent. Suite à ça, donc c'est plutôt en 1919 que les troupes françaises vont s'être démobilisées petit à petit. Les Canisiens vont revenir dans le village. Les militaires libèrent en fait les bâtiments. Il faut savoir que l'armée française et l'armée britannique vont verser en fait des compensations à la commune par rapport aux locaux occupés. S'ensuit une proximité avec des troupes auxiliaires, on va appeler ça de la main-d'œuvre finalement, notamment des troupes chinoises qui sont là pour entretenir finalement les routes, entretenir les voies ferrées, reconstruire en fait le pays dévasté. Et ces Chinois, voilà, il va y avoir un fait divers assez tragique, un quadruple meurtre. Une maman et ses 3 enfants vont être assassinés à Boutiri, et 2 suspects qui cantonnaient donc dans un camp de Chinois à Blangy vont être attrapés. Jugé par un tribunal militaire britannique, finalement l'un des 2 va réussir à s'échapper. Ce Chinois, il va chercher à regagner en fait son pays natal, mais arrivé là-bas, faute de papiers en règle, il est renvoyé en France, où il sera attrapé un peu plus tard et finalement exécuté. Il est enterré aujourd'hui à côté de Calais, dans un cimetière britannique. Il faut savoir que les Chinois à cette époque-là, si on parcourt les journaux, le Progrès de la Somme de l'époque, n'ont pas forcément bonne presse. Ils sont souvent accusés d'exactions ou de vol, etc. et parfois de délits comme celui-ci. Et également, un nouveau camp de prisonniers sera installé à Boutiri, dans la maison des Pêtres. Également, ce sera de la main-d'œuvre prête, utilisée pour reconstruire le pays. Juste après la guerre, une action de solidarité sera mise en place, appelée en fait l'école pour l'école. C'est un lycée de Périgueux qui va parrainer en fait l'école du village. Ça fonctionnera un temps. Voilà, une zone qui a été épargnée par la guerre, qui décide en fait de parrainer une école, un village fortement abîmé par cette Première Guerre mondiale. Ensuite, on vient donc le fameux bilan de la guerre. Dans les années 20, un monument est mort, comme je vous l'ai dit, qui a été installé à Cany même. Même une association d'anciens combattants sera créée. Il faut savoir que 17 Canisiens vont perdre la vie pendant le conflit. Et actuellement, nous n'avons qu'une seule photo de ces 17 Canisiens, photo de Hippolyte Jacob, qui est porté disparu au tout début de la guerre, en août 1914, au sein du 254e régiment d'infanterie. Donc, vous avez pu le voir, en guise de conclusion, le village de Cany vit toutes les grandes étapes de la Grande Guerre, une alternance entre une guerre de mouvement avec la présence des troupes allemandes furtivement, plutôt une guerre de position avec, voilà, Cany devient une zone de repos, et à nouveau une guerre de mouvement avec le front qui se rapproche lors des offensives du printemps et de l'été 1918. Il est tout à fait possible finalement de faire un parallèle entre l'histoire du village et la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918. On retrouve facilement des thèmes comme la vie à l'arrière du front, la proximité entre les civils et les militaires, la préparation des grandes offensives, mais également peut-être ce décalage entre le haut commandement et la vie du poilu. Cany devient un village aussi international, parce que tous les continents sont représentés pendant un temps, même également une ambiance de la Croix-Rouge américaine qui est présente dans le village. Voilà, donc raconter l'histoire de Cany permet de retrouver toutes les facettes de la guerre 14-18. Pour finir, une partie des sources parcourues pour réaliser en fait cette présentation. Et enfin, on peut élargir avec aujourd'hui comment peut-on faire vivre une forme de travail de mémoire, transmettre en fait cette histoire pour éviter qu'elle nous tombe aux oubliettes. C'est quelque chose qui est fait notamment avec la municipalité de Cany et le maire, M. Moliens, pour justement transmettre en fait cette histoire aux jeunes générations en impliquant également l'école du village, mais également en faisant partager ça auprès des Canisiens eux-mêmes. Voilà, ben, merci en tout cas pour nous avoir suivis. Et puis je vous dis
prochaine. Eh bien, merci à tous et à bientôt pour un prochain mardi des archives.